Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Eh merde, votre podcast vivant sur les spectacles du même genre. Pour ce nouveau numéro, nous sommes à Paris, au Théâtre des Déchargeurs, en compagnie d'Adrien Grassard, comédien, auteur et directeur de ce lieu. Il nous racontera comment il gère ses 3 activités et nous en apprendra un peu plus sur l'économie du milieu théâtral. Bonjour Adrien Grassard. Bonjour. Merci de me recevoir aujourd'hui au Déchargeurs. Le 14 mars 2020, cette adresse mythique de la parole contemporaine baisse son rideau, mais le 12 février 2021, tu en deviens l'acquéreur et le directeur. Ce théâtre est composé de 2 salles, la Bohème et la salle Vicky Messica. Afin de connaître un peu l'histoire de ce lieu, peux-tu nous dire 2 mots sur Vicky Messica ? Vicky Messica, c'était tout d'abord un poète, mais c'était aussi surtout un diseur de poésie. C'était d'ailleurs presque le diseur officiel de Blaise Cendrars à l'époque. Il faisait partie du Club des Poètes, qui est une émission de télévision où beaucoup de poètes venaient dire de la poésie. Et donc en fait, il a acheté le théâtre parce qu'il cherchait un endroit où justement se réunir pour dire de la poésie. Et il a eu le théâtre avec les caves, etc. Il s'est dit on serait pas mal ici. Et il a acheté le théâtre. Et il payait d'ailleurs le loyer, je crois. Enfin, en tout cas, la légende raconte qu'il paierait le loyer à l'époque en jouant au poker. Donc c'était un drôle de personnage, amoureux de poésie. Et alors il se trouve que voilà, au fur et à mesure, il a fait plusieurs rendez-vous de poésie, puis il y a de plus en plus de monde. Donc au fur et à mesure, c'est devenu un peu un théâtre presque malgré lui. Je sais qu'il montait quelques pièces aussi, souvent avec des copains. C'est un truc très de copains, en fait, les Déchargeurs à l'époque de Vicky Messica. Moi, je ne l'ai pas connu, mais de ce que j'en entends du proprio qui l'a connu, ou de gens que j'ai croisés dans le milieu théâtral qui l'ont connu, c'est un mec apparemment très chouette et assez passionnant. L'équipe du théâtre est restée la même entre sa fermeture entre 2020 et sa réouverture en 2021. Oui, alors c'est resté la même dans la base, c'est-à-dire le noyau dur. Et après, on a plein de petits nouveaux, entre guillemets, qui nous ont rejoints. Parce qu'au début, moi, quand je suis arrivé, l'équipe du théâtre était composée de 5 personnes. Et aujourd'hui, on est quand même on est 15, 16. On va encore un peu s'agrandir à la rentrée, c'est pour ça que je n'ai pas encore le chiffre exact. Mais c'est vrai qu'on commence à bien grossir et à devenir une petite équipe assez solide. Ce noyau-là t'a soutenu lors de l'élaboration du business plan. Ouais. Pour le rachat du lieu. Pourquoi cette envie d'investissement au sein de cet établissement ? Alors, parce que on était en plein Covid. Donc, je sais que la phrase peut paraître un peu bizarre, du coup, de dire j'avais envie d'investir parce qu'on était en plein Covid. Mais en fait, c'est parce que moi, à la base, voilà, je suis comédien. Et à ce moment-là, forcément, je ne pouvais plus jouer. Et donc, il a fallu, moi, de mon côté, en tout cas, trouver des solutions de secours pour faire quelque chose. Parce que sinon, je restais chez moi, comme tout le monde, à ne rien faire. Et c'était très sympa les 2 premiers mois. Mais à un moment, ça devient un petit peu embêtant. Et en fait, le milieu théâtral, il est assez compliqué. Pour avoir un peu joué dans des théâtres, j'avais vu que souvent, ils demandaient ce qu'ils appellent des minimums garantis, qui est en fait un dû qu'on doit chaque soir. C'est-à-dire, souvent, c'est les 20 premiers sièges qu'on doit payer en tant que compagnie quand on joue dans un lieu. Et si il n'y a que 10 personnes ce soir-là, il faut compléter les 10 places restantes. Ce qui fait qu'en fait, on peut vite rentrer dans un système où on s'endette. Alors qu'à la base, on veut juste jouer pour diffuser son travail. Et ça me plaisait pas trop. Et en fait, voilà, c'est venu comme ça. Je me suis mis à réfléchir à est-ce qu'on pouvait proposer un système alternatif ? Peut-être un système même qui reviendrait un peu aux bases de ce qu'était le théâtre, parce qu'à l'époque, c'était vraiment un partage de recettes 50-50. Et donc, l'idée m'est un peu venue comme ça. Et l'investissement ensuite sur ce lieu en particulier, il s'est fait un peu par hasard. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un théâtre qui était en vente. Je l'ai visité et j'ai eu un gros coup de cœur. Et ce qui fait que ça m'a en plus donné envie d'y aller, alors qu'à la base, c'était plus une réflexion comme ça que j'avais de mon côté. Mais en me disant, je ferai ça dans 15 ans, 20 ans, on verra. Et puis, le deuxième point, c'est l'équipe. Parce que, comme tu l'as dit, l'équipe m'a vachement soutenu. Ça a été une vraie rencontre, en fait. On a commencé à discuter. Moi, je leur ai dit qu'au début, je ne savais pas trop si j'allais acheter parce que c'était quand même un peu une folie. Je n'avais pas forcément les sous. Mais finalement, en fait, en discutant avec eux, on s'est rendu compte qu'on était vachement sur la même longueur d'onde, qu'on avait envie des mêmes choses, que cette histoire de minimum garantie les dérangeait tout autant que moi. Donc, en effet, on a commencé à monter des business plans ensemble. C'est tout ça qui a fait que j'ai vraiment eu envie d'investir dans ce lieu-là, quoi. De quelle manière
as-tu appréhendé ce rachat? Puisque toi-même, tu dis que c'était un peu une folie. Alors, il y a eu beaucoup d'étapes. Beaucoup d'étapes. Moi, je suis souvent du genre à foncer et à pas trop réfléchir. Et je réfléchis après. Ce qui est un défaut comme une qualité. Mais là, pour le coup, quand même, j'ai eu des moments de grosses réflexions. J'ai eu un peu peur et il y a concrètement des jours où je me suis dit je vais pas y aller et je vais partir en courant. Mais heureusement, j'ai beaucoup d'amis, j'ai ma famille qui sont beaucoup plus lucides que moi là-dessus parce qu'ils étaient extérieurs à tout ça. Qui, dès que je commençais à dire en fait, bon, c'est bon, on arrête la blague ici, je vais arrêter, me disaient mais non, t'es bête ou quoi, faut y aller, tu vas regretter toute ta vie si tu vas pas maintenant parce que t'auras ça qui est passé à côté. Et puis c'est vrai que j'avais peur aussi de finir en fait derrière un bureau toute ma vie et de plus être sur scène parce qu'à la base, ça aussi mon métier, c'est d'être sur scène. Et je savais très bien qu'être directeur de théâtre, ça prend beaucoup de temps. Mais après, on a beaucoup d'exemples aussi de directeurs et de directrices qui finalement continuent de jouer. Donc voilà, j'ai été un peu ballotté par j'y vais pas, j'y vais pas. Et puis en fait, à un moment donné, on se retrouve avec les clés en main et on dit ah bah du coup, j'y suis allé. Ça se fait un peu tout seul en fait, ça se fait un peu naturellement. Tu l'as dit tout à l'heure, t'es arrivé, t'as eu le coup de cœur. T'arrivais déjà à te projeter parce que apparemment c'était pas tout à fait comme ça à la base. J'arrivais pas mal à me projeter parce qu'en fait le lieu il est tellement beau et il recèle presque de secrets. C'est-à-dire que quand on arrive en haut, dans le hall, on s'attend pas à ce qu'il y ait ces salles en bas, on s'attend pas à ce qu'il y ait... Parce que là on est dans la salle de la Bohème, mais derrière il y a encore pas mal de caves qui font un grand tour du théâtre. On peut ressortir par la cour en faisant le tour. Et en fait, tout ça m'a tout de suite fait penser qu'on pouvait faire beaucoup de choses ici. Et puis, il y a le hall aussi, avec cette pierre apparente, qui à l'époque n'était pas apparente, mais on savait qu'il y en avait dessous. Je me suis tout de suite dit, en fait, il y a quelque chose à faire. Et on peut faire un bar en haut. La grande salle, elle est suffisante pour accueillir des spectacles assez ambitieux. Et en même temps, en bas, on peut avoir des choses un peu plus intime comme pouvaient l'être les cabarets de l'époque avec là où Brassens a pu commencer, etc. Des choses où on n'est pas beaucoup dans la salle, mais il se passe quelque chose de poétique ou de musical. Et donc oui, c'était assez facile de se projeter. Et puis, en plus de ça, vu qu'on était beaucoup de cerveaux dessus, vu qu'il y avait encore une fois toute l'équipe, on avait tous plein d'idées en fait. Donc c'était assez simple, ça fusait dans tous les sens. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'a insufflé ton arrivée au Déchargeur et nous parler un peu des 3 axes de ton projet artistique? Ce qui a insufflé mon arrivée au Déchargeur, c'est très clairement, je pense, la jeunesse. Mais pas parce que moi je suis jeune, mais une ouverture à la jeunesse, tout simplement parce que c'est vrai que quand on débute dans le théâtre, la nouvelle génération là, qui est en train de sortir d'école ou qui vient de sortir d'école, c'est assez compliqué. Parce que finalement, c'est un milieu qui est devenu très fermé, où les anciens laissent pas vraiment la place. Alors, c'est pas par volonté de nuire, hein, pas du tout, mais c'est juste que c'est vrai que c'est un milieu qui, malgré lui, fait de copinage. Et on pense aux gens parce que c'est notre copain et pas parce que et pas parce qu'il joue bien ou parce que son projet est bien. Et donc nous on est un peu la nouvelle génération qui sommes arrivés dans ce milieu-là. On s'est retrouvés face à des murs de oui mais non mais il y a plus de place, ou alors reviens quand tu as fait ta deuxième pièce, ok mais si je peux pas jouer ma première je fais comment? Et les seuls lieux qui nous restaient pour jouer c'est ces fameux lieux avec le minimum garanti, donc qui en plus nous demandent de nous endetter. Donc alors, c'était très compliqué. Et moi ce que j'avais envie de faire au Déchargeur c'était justement de garder en effet la ligne artistique, parce que je trouve que Vicky Messica a fait un travail assez formidable en insufflant un lieu de poésie en plein milieu de Paris. Les autres directeurs et directrices ont continué cette ligne artistique par respect pour Vicky Messica, et moi j'avais absolument pas l'envie de trahir ça et de tout jeter à la poubelle, parce que voilà, je trouvais qu'il y avait un travail assez formidable qui avait été fait, et je trouve aussi que quand on reprend un lieu, il y a presque c'est presque nécessaire d'avoir un respect pour ce qui a été fait avant dans ce lieu-là, parce que ce lieu a existé avant moi, il existera sûrement après moi, que ce soit un théâtre ou autre chose. Et donc voilà, il y a une ligne directrice quand même, je pense, à garder. L'ouverture à la jeunesse, c'est-à-dire que pour la poésie, par exemple, on va donner la place à des jeunes auteurs ou à des jeunes autrices qui, avant, n'avaient pas forcément de lieu pour dire leurs textes. Pour le théâtre, c'est pareil. On va aller chercher des jeunes écritures, des jeunes mises en scène qui peuvent jouer dans ce lieu-là sans minimum garanti, là où d'habitude, ils sont obligés d'aller débourser des sous. Et pour la musique, alors la musique, on change un peu cette année parce qu'on vient de finir la première année. On va en avoir un peu moins parce que c'est vrai qu'on n'est pas un lieu de concert, et c'était un peu compliqué parce qu'un lieu de concert demande des adaptations différentes, notamment sur le traitement du son, etc. Et on n'est pas forcément très spécialisé là-dedans. Donc on va en faire moins, on va faire plus des concerts presque poétiques. En fait, c'est des petites formes piano-voix ou guitare-voix. Mais dans l'idée, c'est exactement la même démarche, c'est d'ouvrir à la jeunesse. Et je rajouterai à ça, ouvrir à la jeunesse ne veut pas dire exclure du coup les vieux, parce qu'on n'est pas du tout là-dedans. L'idée, c'est de croiser.
Parce que c'est ça qui est intéressant. Très souvent, dans le milieu théâtral, on a tendance à cloisonner les choses. On dit ça, c'est un lieu pour les jeunes, ça, c'est un lieu pour les vieux, ça, c'est un lieu pour les pièces contemporaines, ça, c'est un lieu pour les classiques. Et nous, ce qu'on avait un peu envie de faire, c'est de croiser un peu tout ça. Qu'il y ait un jeune dont c'est la première écriture qui puisse jouer, et juste après lui, à 21h, ça va être un Pierre Notte, par exemple, qui va jouer sa pièce, qui lui, voilà, il est déjà bien connu dans le milieu, il a déjà fait pas mal de pièces. Et ben les deux vont se croiser dans les couloirs, ils vont discuter, ils vont aller voir les pièces l'un de l'autre. Et l'idée, c'était un peu ça, c'est de créer une espèce d'effervescence, une espèce d'effusion et de rencontre entre les artistes, mais aussi entre les spectateurs, parce qu'évidemment, les spectateurs de Pierre Notte sont rarement les mêmes que les spectateurs des pièces dont c'est une première écriture. Et du coup, tu as beaucoup parlé du minimum garanti. Est-ce que c'est pour ça que t'es pas à Avignon, là, en ce moment? Alors, si je suis pas à Avignon, je vais être tout à fait honnête. Si je suis pas à Avignon aujourd'hui, c'est parce que je joue à Paris en ce moment. Oui. Donc, je peux pas descendre à Avignon. Pour répondre à ta question, parce que, voilà, moi, Avignon, j'aime pas. J'aime pas pour toutes ces raisons-là, parce que je trouve que c'est... Alors, je parle pas du in, hein, je parle du off, évidemment. Mais le off, ça devient vraiment compliqué, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des mecs qui ont des caves, ils mettent 3 chaises dedans, hop, c'est un théâtre, et puis on va mettre un minimum garanti de je sais pas combien d'euros, et ça devient invivable, en fait. Et les compagnies y vont parce qu'on leur dit, mais il faut à tout prix faire Avignon, parce que tu pourras pas te faire connaître sans ça. Moi, actuellement, j'ai la chance de jouer à Paris en plein été, et on est complet tous les soirs, donc ça va. Là, je fais un petit message aussi aux jeunes qui vont nous écouter et qui font déjà du théâtre ou qui sortent d'école, mais il y a énormément de festivals qui sont hyper intéressants en France, en même temps qu'Avignon, des festivals où tu joues sur des places de village, pendant que les gens boivent leur café le matin, des festivals où on dort chez l'habitant, on joue dans des champs de blé. Il y a énormément de choses qui sont très intéressantes. Il y a quand même des journalistes qui y vont, parce que souvent c'est ça la réponse qu'on nous fait quand on parle de ces festivals-là, on nous dit oui mais il n'y aura personne. Bah si, il y a des gens. En plus de ça, ça amène à des rencontres avec des gens de village, etc., où c'est hyper intéressant. Donc privilégier plus ça, et Avignon, moi en général je dirais oui, on peut le faire, faut pas non plus dire faut pas le faire du tout, mais il faut être sûr de son coup, quoi, parce que beaucoup le font un petit peu à l'arrache et se retrouvent endettés, et ça c'est un peu dommage quand même. Merde. Tu es directeur du lieu, du coup on l'a dit, et il y a aussi Rémi Prin qui est programmateur des salles. Est-ce que toi en tant que directeur, tu as un regard quand même sur la programmation, et du coup comment se passe le travail entre vous deux? Est-ce que j'ai un regard sur la programmation? Oui, évidemment. Qui est un peu moindre aujourd'hui, parce que maintenant, ça fait 1 an qu'on travaille ensemble avec Rémi, et maintenant, j'ai appris à lui faire très confiance, hein. C'est-à-dire qu'au début, évidemment, on ne se connaissait pas trop, donc on faisait beaucoup à deux. Moi, je lui amenais des pièces aussi que j'avais vues. Je me déplaçais voir les pièces, etc. Je lisais les dossiers, les textes. Et lui, de son côté, pareil, on mettait en commun, puis voilà, il y avait quelque chose qui se créait ensemble. Et c'est vrai que là, pour l'année qui arrive, je fais beaucoup moins de programmation, parce qu'il y a pas mal de travail finalement administratif aussi. Comme je disais, l'équipe s'agrandit, donc j'ai pas mal de petits trucs de planning à gérer. Et puis le boulot de directeur, entre guillemets, c'est aussi de gérer quand il y a des merdes. Et donc, il y a des moments où il y en a beaucoup et on court un peu partout et on doit passer d'un sujet à l'autre. Ce qui fait que j'ai un peu plus de mal à me poser vraiment sur de la programmation en vraiment lisant à lire les dossiers, se déplacer, voir les pièces. Ça me paraît de plus en plus compliqué, et je suis très content d'avoir quelqu'un du coup qui soit à 100% là-dessus. Le travail, comment il se passe? Rémi, il suit énormément en gros les compagnies, donc il va lire les dossiers. Si le dossier lui plaît, souvent il va demander s'il peut avoir une captation, ou alors si ça joue, il va aller voir, et si ça joue pas, il peut demander une audition. Et après, souvent il me fait un débrief en me disant ça j'ai beaucoup aimé, regarde. Moi, ce que j'aime bien faire de mon côté, c'est vrai que je vais moins voir les pièces. Par contre, je lis très souvent les textes, parce que je suis très textuel. Moi, j'aime beaucoup les textes, parce que j'écris aussi de mon côté. Et du coup, souvent quand il me parle d'une pièce en me disant ça c'est vraiment très bien, quand je peux pas la voir, j'en profite pour aller un peu lire les textes, et puis ensuite lui donner mon avis sur le texte. Mais ça se fait assez automatiquement avec Rémi, hein, ça roule plutôt bien maintenant. On a pris nos petits mécanismes. C'est vrai qu'au début, c'est normal, on savait pas trop comment faire, qui propose quelle pièce, quand, etc. Et après, il y a un truc qu'on fait en commun quand même, c'est un rendez-vous qu'on a appelé les cafés projets. Il y a pas de régularité, mais souvent on essaie d'en faire un par trimestre. En gros, le principe, c'est pour éviter les mails, on se met dans le hall,
et les gens viennent sans rendez-vous. Et nous, on est à leur disposition pendant, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de gens en général, parce que souvent, avant, on mettait une horaire, on disait ça s'arrête à 14h, puis en fait, on finissait à 17h, donc on a arrêté de faire ça. Et donc, les gens viennent avec un dossier, et c'est presque un speed dating, en fait, ils viennent, et ils nous présentent leur projet en 10 minutes, et après, ils partent, et nous, on a les dossiers, on les relit, et là, on peut demander une audition plus tard, etc. Et ça, on le fait à deux tout le temps. Et après, on en rediscute ensemble. Voilà, mais c'est beaucoup de discussions, en fait, la programmation. À l'issue de cette première saison, est-ce que les rencontres ont été à la hauteur de tes ambitions ? Oui et non. Alors oui, bien sûr, il y en a eu et c'est très chouette parce que forcément, cet espace bar en fait crée vraiment un endroit où les compagnies vont se retrouver avant de jouer ou après avoir joué, ils vont se croiser. Et vu qu'ils se croisent dans les couloirs tous les jours, ils finissent à un moment donné par discuter, donc c'est assez chouette. Il y a presque une espèce de famille des déchargeurs qui s'est créée. Donc oui, ça a créé des liens. Il y a des gens qui se sont rencontrés, qui se sont re-rencontrés parce qu'ils s'étaient croisés à Avignon ou dans une pièce il y a très longtemps. Maintenant, est-ce que c'était à la hauteur des espérances ? Non, moi j'aimerais que ce soit un peu plus effervescent. Le truc, c'est qu'on était dans une année Covid, c'était très compliqué. On a eu des gens qui étaient assez âgés dans les compagnies confirmées qui ont joué et qui forcément avaient peur des petits jeunes qui arrivaient en groupe de 10. Ça aidait pas forcément au dialogue. Maintenant, ça va mieux. Donc je pense que l'année prochaine, ça va être encore mieux en termes de rencontres. Mais c'est vrai que le Covid a forcément un peu freiné tout ça. Donc à la hauteur des espérances, non, mais on y est presque. Force est de constater que les pratiques des publics ont évolué depuis 2 ans. Ils réservent souvent au dernier moment. Il n'y a plus vraiment d'abonnement, etc. Comment vous avez pensé, vous, ici, dans ce lieu, l'approche du public ? On la pense encore. Ouais. C'est très compliqué, le Covid a tout bousculé, dans tous les milieux en plus, c'est assez fou parce que quand tu parles avec des gens qui sont même dans la restauration, ils ont le même problème que nous, c'est assez dingue. C'est-à-dire qu'en fait, les gens et je dis les gens mais je m'inclus aussi dedans, parce que par exemple moi je suis allé très peu au cinéma alors qu'avant j'y allais tout le temps. On a des habitudes qui ont changé, quoi. C'est-à-dire déjà on a une flemme assez symptomatique qui s'est installée dans nos vies parce qu'on aime bien être devant Netflix, qui est aujourd'hui notre plus grand concurrent, hein, mais le plus grand concurrent de tout le monde, Netflix, Disney+, tout ça. On essaye de voir comment on peut les attirer, comment on peut les faire venir. Donc on fait des événements, on fait des expositions, on essaye de faire des rencontres avec les artistes après qu'ils aient joué. Mais je crois que tous les lieux qui accueillent du public en fait sont dans cette recherche en ce moment parce qu'on n'a pas trouvé la solution magique pour faire revenir les gens. Les gens, ils ont un peu peur aussi du Covid, il faut dire ce qui est. En même temps, on est ballotté par les informations qui nous disent d'un coup ça remonte, attention, 1, 2, 3 soleil, ne bougez plus. Et puis en fait c'est bon, vous pouvez y aller. Donc c'est très compliqué. Nous, de ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a, là cette année c'était très en dents de scie, c'est-à-dire on a un mois c'est super, un mois c'est pas ouf, un mois c'est super, un mois c'est pas ouf, et puis ça fait ça toute l'année. Et quand je demande aux autres théâtres, ils me disent que c'est la même pour eux. Je sais que pour la restauration c'est pareil. Pour les cinémas c'est pareil. Nous, ce qu'on fait, on essaye d'organiser énormément de choses pour que les gens aient envie de venir et cette curiosité de venir. Maintenant je pense qu'on ne peut pas faire grand-chose à ça et qu'il y a presque un traumatisme en fait, qui s'est installé suite au Covid chez tout le monde concernant les sorties du soir. Il faut attendre que ce traumatisme-là se soigne un peu tout seul, quoi. C'est-à-dire qu'on passe à autre chose et que les gens puissent se redire ça y est, on peut sortir, ça va mieux. Et j'ai grand espoir que ça arrive l'année prochaine, mais on attend octobre, on verra, parce que on sait pas où on va. Mais c'est vrai que là, cette année, on a navigué à vue et j'ai vraiment senti qu'il y avait des périodes où on se battait pour ramener des gens, quoi. C'était vraiment très compliqué. Merde! On a parlé des publics, du théâtre, mais très peu de toi finalement. On va réparer tout cela tout de suite. Tu as dit au cours des précédents entretiens que j'ai pu lire que tu n'étais pas forcément prédestiné à faire du théâtre, d'où ma question. Comment le théâtre est entré dans ta vie ? Tout à fait par hasard. Moi, à la base, comme beaucoup de gens qui d'ailleurs font du théâtre, je suis quelqu'un d'assez réservé, de très timide, et à l'époque du lycée d'autant plus, qui sort pas beaucoup. Voilà, je suis assez un ours là-dessus. Je suis très casanier. Et il se trouve que quand je suis arrivé entre le collège et le lycée, on m'a dit, parce que j'étais très nul en cours, que j'étais obligé de faire un bac pro, un bac professionnel. Alors moi, je voulais faire un bac L.
Bon, on s'en fiche, hein, moi, bac pro, ça m'allait très bien. Le problème, c'est que quand je regardais, ils m'ont donné un catalogue de bac professionnel. Quand je regardais le catalogue, il n'y avait pas grand-chose qui m'intéressait. Il y avait bac pro prothèse dentaire, bac pro bûcheron. Et moi, je me voyais pas là-dedans. Puis à un moment donné, j'ai vu bac pro vente et j'ai pris bac pro vente en me disant, bon, c'est le truc qui me parle le plus, on verra bien. Le problème, c'est que je me voyais pas passer 3 ans à faire un truc que j'aime pas, sans rien à côté. Et à l'époque, c'est vrai que moi, j'avais pas d'activité extrascolaire. Et c'est un peu mes parents qui m'ont mis un coup de pied au cul pour me dire bon, on trouve quelque chose à faire parce que là tu vas finir en dépression si tu passes 3 ans à faire un bac qui t'intéresse pas, on va pas s'en sortir quoi. Et donc le théâtre, je sais pas comment ça m'est venu, je crois que c'est juste que je cherchais sur internet les différentes activités qu'il pouvait y avoir. Je suis pas quelqu'un de très sportif, donc très vite le sport a été mis de côté. Et je sais pas, théâtre, peut-être que ça me plaisait parce que mes parents m'amenaient de temps en temps à Paris voir des pièces et peut-être que dans ma tête ça m'avait trotté, et donc j'ai tapé théâtre La Rochelle parce que je suis rochelais, et je me suis ramené dans un espèce de cours de théâtre, je savais pas trop ce que c'était, et on m'a dit voilà, il faut que tu montes sur scène te présenter. Donc tu montes sur scène, tu trembles, t'as ton cœur qui va s'arrêter alors qu'on te demande juste de te présenter, ton nom, ton prénom, mais déjà ça va pas parce que t'as tous les regards sur toi. Finalement je suis resté parce que les gens étaient sympas, ça m'a bien plu. J'ai fait 1 an là-bas et à la fin on a fait un spectacle, et c'est à la fin de ce spectacle que je me suis dit en fait c'est ça que j'aimerais faire, c'est pas mal. Ça me plaît bien, il y a une rencontre avec les gens et puis il y a presque un dépassement de soi quand on est sur le plateau. Je suis resté dans cette compagnie amatrice du coup. On a fait 2 autres spectacles et puis quand je suis sorti, je suis monté à Paris et je suis allé à Florent. Parce que moi j'y connaissais rien en théâtre, donc c'est l'école qui forcément ressort. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui j'irais forcément à Florent si je devais choisir. Enfin j'ai appris beaucoup de choses là-bas, c'était très chouette. C'est vraiment, en fait c'est assez marrant parce que ça s'est fait tout seul. Mais comme les déchargeurs en fait, moi c'est vrai que souvent je me dis les trucs qui t'arrivent dans la vie te tombent un peu dessus comme ça, et puis il y a d'autres trucs que tu prévois et ça se passe pas forcément comme prévu souvent que tu prévois, alors que tu prévois pas finalement ça va mieux. Le théâtre, je me suis un peu fait balloter par ça malgré moi début lycée. Et en plus de ta fonction de directeur, tu es poète et comédien. Comment gères-tu toutes ces activités ? Pour le côté écriture, en fait, je me mets beaucoup de deadlines. J'essaye de vraiment me mettre une rigueur que là, d'ailleurs, j'ai perdu ces derniers temps. Hein. Ça fait 3 mois que j'ai pas écrit. Mais bon, c'est les vacances d'été, donc ça va. Mais en général, voilà, j'essaye de me dire au moins 1 fois par semaine, j'essaye d'écrire un petit texte, ou alors là, j'écris un roman actuellement qui met un peu de temps à se faire. J'essaye de me dire, à chaque 6 mois, je dois en être arrivé là, de cette partie-là. Il faut que tu vois, je me fais un peu un agenda, quoi, un calendrier, que j'essaye au maximum de respecter, sinon je me gronde en me disant ah bah non, c'est pas bien. Bon, là, actuellement, je l'ai un peu perdu parce que justement, en tant que comédien, je suis dans une pièce aujourd'hui qui est une adaptation de L'écume des jours de Boris Vian. Et il se trouve qu'on a 50 dates au Lucernaire qui ont en plus été prolongées. On en a aujourd'hui 97. On joue tous les jours. Et ce qui fait que forcément j'ai moins le temps pour écrire parce que la journée je suis au théâtre et puis le soir je suis dans un autre théâtre à jouer, et puis après quand je rentre chez moi je me repose un peu quand même, c'est pas mal. Comment on gère tout ça? En fait j'ai pas encore trouvé la recette magique, je cours un peu dans tous les sens. Il y a des moments où je suis complètement débordé et j'ai du mal à gérer les trois. Et puis il y a des moments où on y arrive parce que c'est peut-être un peu plus calme, mais je crois que le secret, en tout cas au niveau des déchargeurs, c'est d'avoir une équipe qui est fiable et d'avoir une équipe qui est hyper indépendante et qui sait se débrouiller quand toi t'es pas là. Et c'est vrai que moi j'ai beaucoup de chance à ce niveau-là avec l'équipe que j'ai, parce que c'est des gens qui ont travaillé dans le théâtre bien avant que moi j'arrive. Finalement, c'est presque moi le débutant par rapport à eux. Et ce qui fait que quand je suis pas là, ils arrivent à se débrouiller sans moi. Alors évidemment, des fois, il y a des choses, je suis obligé d'être là parce que ils ont besoin de confirmation ou d'un choix vraiment de ligne artistique. Et vu que c'est moi qui la dirige, c'est à moi de trancher. Mais il y a vraiment des périodes, comme là en ce moment je suis en train de jouer, où je suis moins présent. Et le théâtre tourne très bien parce qu'ils prennent très bien les choses en main. Et ce qui fait que ça permet de se concentrer sur d'autres choses, qui là actuellement est la pièce. Et puis peut-être plus tard, quand la pièce ne jouera plus, je pourrais me concentrer sur l'écriture. Et voilà, je crois que c'est un peu ça le secret, d'avoir des gens sur qui on peut compter. Sinon, ça marche pas. Pour terminer, une question plus personnelle, on va dire. Tu l'as dit, tu joues en ce moment dans L'écume des jours, adapté d'un roman de Boris Vian. Tu as dit dans une interview que tu étais adepte de la pataphysique.
dont se revendiquait aussi Boris Vian. Est-ce que tu peux nous en dire 2 mots et pourquoi tu revendiques cela également ? Alors, parce que alors, je vais être beaucoup plus concret de Boris Vian, parce que Boris Vian, il aurait répondu une blague, voilà. Mais je vais essayer d'être un peu plus concret, sachant que la pataphysique, c'est quand même compliqué à expliquer. Déjà parce qu'elle ne s'explique pas, c'est une des premières règles. Mais en gros, la pataphysique, c'est la science des solutions imaginaires. Moi, je trouve que c'est un outil formidable pour écrire, en fait. C'est pour ça que je suis assez adepte de ça. Maintenant, est-ce que j'irai dans un délire jusqu'à aller au collège de pataphysique, etc. Je crois pas que j'irai jusque-là, même si je les connais un peu de loin. Hein. Mais ce que je trouve intéressant dans la pataphysique, en fait, c'est d'avoir toujours, surtout pour l'écriture, d'avoir une espèce de logique. Enfin, en fait, c'est même pas le mot, c'est d'effacer sa logique pour toujours aller autre part qu'à l'évidence. C'est exactement ce que fait Boris Vian quand il décide qu'en fait, à la place d'un cancer au poumon, ça sera un nénuphar dans le poumon. Et du coup, ce nénuphar dans le poumon, il a sa propre logique, parce que pour qu'il soit logique et pour qu'il grandisse pas, il faut mettre d'autres fleurs autour pour que les fleurs fleurissent à sa place. Je suis un petit peu en train de m'embourber parce que c'est très très compliqué à expliquer. Mais en gros, pour résumer, c'est vraiment la science des solutions imaginaires, c'est-à-dire de toujours aller à ce qui n'est pas évident et ce qui permet d'imaginer plein de choses, de créer des univers comme a pu le faire Prévert dans Le Roi et l'Oiseau, comme a pu le faire Boris Vian avec l'Arrache-Cœur, ou en effet L'écume des jours, et on ira tuer tous les affreux, etc. Et qui, en même temps, ces univers-là, pour nous, en tant qu'êtres humains normaux, on va lire ça en se disant « mais c'est pas possible ce qu'il raconte », mais finalement, dans ce qu'il raconte, c'est très logique, parce que tout se répond hyper bien, tout a un sens, en fait, dans cet univers-là. Pour moi, c'est un outil d'écriture vraiment formidable, et je conseille à tout le monde de travailler avec ça. Merci beaucoup. Mais de rien, merci à vous. Merci de nous avoir regardés ou de nous avoir écoutés. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook. À bientôt.